Chapitre 5. L'homme du cabellou. Il était 8 heures du matin. Maigret, qui ne s'était pas couché, venait de prendre un bain et achevait de se raser devant un miroir suspendu à l'espagnolette de la fenêtre. Il faisait plus froid que les jours précédents. La pluie trouble ressemblait à de la neige fondue. Un reporter, en bas, guettait l'arrivée des journaux de Paris. On avait entendu siffler le train de 7h30. Dans quelques instants, on verrait arriver les porteurs d'éditions sensationnelles. Sous les yeux du commissaire, la place était encombrée par le marché hebdomadaire. Mais on devinait que ce marché n'avait pas son animation habituelle. Les gens parlaient bas, des paysans semblaient inquiets des nouvelles qu'ils apprenaient. Sur le terre-plein, il y avait une 50aine d'étaux avec des mottes de beurre, des œufs, des légumes, des bretelles et des bas de soie. À droite, des carrioles de tout modèle stationnaient et l'ensemble était dominé par le glissement ailé des coiffes blanches aux larges dentelles. Maigret ne s'aperçut qu'il se passait quelque chose qu'en voyant toute une portion du marché changer de physionomie, les gens s'agglutinaient et regardaient dans une même direction. La fenêtre était fermée. Il n'entendait pas les bruits, ou plutôt ce n'était qu'une rumeur confuse qui lui parvenait. Il chercha plus loin. Au port, quelques pêcheurs chargeaient des paniers vides et des filets dans les barques. Mais il s'immobilisait soudain, faisait la haie au passage des 2 agents de police de la ville qui conduisaient un prisonnier vers la mairie. Un des policiers était tout jeune, imberbe. Son visage était pétri de naïveté. L'autre portait de fortes moustaches à cajou et d'épais sourcils parvenaient presque à lui donner un air terrible. Au marché, les discussions avaient cessé. On regardait les 3 hommes qui s'avançaient. On se montrait les menottes serrant les poignets du malfaiteur. Un colosse. Il marchait penché en avant, ce qui faisait paraître ses épaules 2 fois plus larges. Il traînait les pieds dans la boue et c'était lui qui semblait tirer les agents en remorque. Il portait un vieux veston quelconque. Sa tête nue était plantée de cheveux drus très courts et très bruns. Le journaliste courait dans l'escalier, ébranlait une porte, criait à son photographe endormi. « Benoît, vite, debout !» Un cliché épatant. Il ne croyait pas si bien dire, car pendant que Maigret effaçait les dernières traces de savon sur ses joues et cherchait son veston sans quitter la place des yeux, il se passa un événement vraiment extraordinaire. La foule n'avait pas tardé à se resserrer autour des agents et du prisonnier. Brusquement, celui-ci, qui devait guetter depuis longtemps l'occasion, donna une violente secousse à ses 2 poignets. De loin, le commissaire vit les piteux bouts de chaîne qui pendaient aux mains des policiers. Et l'homme fonçait sur le public. Une femme roula par terre. Des gens s'enfuirent. Personne n'était revenu de sa stupeur que le prisonnier avait bondi dans une impasse à 20 mètres de l'hôtel de l'Amiral, tout à côté de la maison vide dont la boîte aux lettres avait craché une balle de revolver le vendredi précédent. Un agent, le plus jeune, faillit tirer, hésita, se mit à courir en tenant son arme de telle manière que Maigret attendait l'accident. Un auvent de bois blanc céda sous la pression des fuyards et son toit de toile s'abattit sur les mottes de beurre. Le jeune agent eut le courage de se précipiter tout seul dans l'impasse. Maigret, qui connaissait les lieux, acheva de s'habiller sans fièvre, car ce serait désormais un miracle de retrouver la brute. Le boyau, large de 2 mètres, faisait 2 coudes en angle droit. 20 maisons qui donnaient sur le quai ou sur la place avaient une issue dans l'impasse. Et il y avait en outre des hangars, des magasins d'un marchand de cordage et d'articles pour bateaux, un dépôt de boîtes à conserve, tout un fouillis de constructions irrégulières, des coins et des recoins, des toits facilement accessibles qui rendaient une poursuite à peu près impossible. La foule maintenant se tenait à distance. La femme qu'on avait renversée, rouge d'indignation, tendait le poing dans toutes les directions tandis que des larmes venaient trembler sous son menton. Le photographe sortit de l'hôtel, un trench-coat passé sur son pyjama, pieds nus. Une demi-heure plus tard, le maire arrivait peu après le lieutenant de gendarmerie dont les hommes se mettaient en devoir de fouiller les maisons voisines. En trouvant Maigret attablé dans le café en compagnie du jeune agent et occupé à dévorer des toasts, le premier magistrat de la ville trembla d'indignation. « Je vous ai prévenu, commissaire, que je vous rendais responsable mais cela n'a pas l'air de vous émouvoir. J'enverrai tout à l'heure un télégramme au ministère de l'Intérieur pour le mettre au courant et lui demander « Avez-vous seulement vu ce qui se passe dehors ? Les gens fuient leur maison.
Un vieillard impotent hurle d'effroi parce qu'il est immobilisé à un deuxième étage. On croit voir le bandit partout. » Maigret se retourna, aperçut Ernest Michoud qui, tel un enfant peureux, se tenait aussi près de lui que possible, sans déplacer plus d'air qu'un fantôme. « Vous remarquerez que c'est la police locale, c'est-à-dire de simples agents de police qui l'ont arrêté pendant que… Vous tenez toujours à ce que je procède à une arrestation ? Que voulez-vous dire ? Prétendez-vous mettre la main sur le fuyard ? Vous m'avez demandé hier une arrestation, n'importe laquelle. » Les journalistes étaient dehors, aidaient les gendarmes dans leurs recherches. Le café était à peu près vide en désordre car on n'avait pas encore eu le temps de faire le nettoyage. Une âcre odeur de tabac refroidi prenait à la gorge. On marchait sur les bouts de cigarettes, les crachats, la sciure et les verres brisés. Le commissaire, cependant, tirait de son portefeuille un mandat d'arrêt en blanc. « Dites un mot, monsieur le maire, et je serais curieux de savoir qui vous arrêteriez. Emma, une plume et de l'encre, s'il vous plaît. » Il fumait à petites bouffées. Il entendit le maire qui grommelait avec l'espoir d'être entendu. Du bluff. Mais il ne se démonta pas, écrivit à grands jambages écrasés selon son habitude. Le nommé Ernest Michoud, administrateur de la Société immobilière des Sables Blancs. Ce fut plus comique que tragique. Le maire lisait à l'envers. Maigret dit « Et voilà, puisque vous y tenez, j'arrête le docteur. » Celui-ci les regarda tous les deux, esquissa un sourire jaune, comme un homme qui ne sait que répondre à une plaisanterie. Mais c'était Emma que le commissaire observait. Emma qui marchait vers la caisse et qui se retourna soudain, moins pâle qu'à l'ordinaire, sans pouvoir maîtriser un tressaillement de joie. « Je suppose, commissaire, que vous vous rendez compte de la gravité de… C'est mon métier, monsieur le maire. Et tout ce que vous trouvez à faire, après ce qui vient de se passer, c'est d'arrêter un de mes amis, de mes camarades plutôt, enfin, un des notables de Concarneau, un homme qui… Avez-vous une prison confortable ?» Michoud, pendant ce temps-là, ne semblait préoccupé que par la difficulté d'avaler sa salive. « À part le poste de police à la mairie, il n'y a que la gendarmerie dans la vieille ville. » L'inspecteur Leroy venait d'entrer. Il eut la respiration coupée quand Maigret lui dit de sa voix la plus naturelle « Dites donc, vieux, vous seriez bien gentil de conduire le docteur à la gendarmerie, discrètement, inutile de lui passer les menottes. Vous l'écrouerez tout en veillant à ce qu'il ne manque de rien. »« C'est de la folie pure !» balbutia le docteur. « Je n'y comprends rien, c'est inouï, c'est infâme !»« Parbleu !» grommela Maigret. Et se tournant vers le maire, « Je ne m'oppose pas à ce qu'on continue à rechercher votre vagabond. Cela amuse la population. Peut-être même est-ce utile. Mais n'attachez pas trop d'importance à sa capture. Rassurez les gens. Vous savez que quand on a mis la main sur lui, ce matin, on l'a trouvé porteur d'un couteau à cran d'arrêt. Ce n'est pas impossible. » Maigret commençait à s'impatienter. Debout, il endossait son lourd pardessus à col de velours, brossait de la manche son chapeau melon. « À tout à l'heure, monsieur le maire, je vous tiendrai au courant. Encore un conseil, qu'on ne raconte pas trop d'histoires aux journalistes. Au fond, dans tout ceci, c'est à peine s'il y a de quoi fouetter un chat. Vous venez ?» Ces derniers mots s'adressaient au jeune sergent de ville qui regarda le maire avec l'air de dire « Excusez-moi, mais je suis obligé de le suivre. » L'inspecteur Leroy tournait autour du docteur comme un homme bien embarrassé par un fardeau encombrant. On vit Maigret tapoter en passant la joue d'Emma, puis traverser la place sans s'inquiéter de la curiosité des gens. « C'est par ici ? » ?»« Oui, il faut faire le tour des bassins. Nous en avons pour une demi-heure. » Les pêcheurs étaient moins bouleversés que la population par le drame qui se jouait autour du café de l'Amiral, et une dizaine de bateaux, profitant du calme relatif, se dirigeaient à la godille vers la sortie du port où ils prenaient le vent. L'agent de police lançait à Maigret des regards d'écolier attentifs à plaire à son instituteur. « Vous savez, monsieur le maire et le docteur jouaient aux cartes ensemble au moins 2 fois par semaine. Cela a dû lui donner un coup. » Qu'est-ce que les gens du pays racontent ? Cela dépend des gens. Les petits, les ouvriers, les pêcheurs ne s'émeuvent pas trop. Et même, ils sont presque contents de ce qui arrive, parce que le docteur, M. Le Pommeraye et M. Servière n'avaient pas très bonne réputation. C'étaient des messieurs, évidemment, on n'osait rien leur dire. N'empêche qu'ils abusaient un peu quand ils débauchaient toutes les gamines des usines. L'été, avec leurs amis de Paris, c'était pis.
Ils étaient toujours à boire, à faire du bruit dans les rues, à des 2 heures du matin, comme si la ville leur appartenait. Nous avons souvent reçu des plaintes. Surtout en ce qui concerne M. Le Pommeraye, qui ne pouvait pas voir un jupon sans s'emballer. C'est triste à dire, mais les usines ne travaillent guère, il y a du chômage, alors avec de l'argent, toutes ces filles… Dans ce cas, qui est ému? Les autres, les bourgeois, et les commerçants qui se frottaient au groupe du café de l'Amiral. C'était comme le centre de la ville, n'est-ce pas? Même le maire qui y venait. L'agent était flatté de l'attention que lui prêtait Maigret. Où sommes-nous? Nous venons de quitter la ville. À partir d'ici, la côte est à peu près déserte. Il n'y a que des rochers, des bois, de sapins, quelques villas habitées l'été par des gens de Paris. C'est ce que nous appelons la pointe du Cabellou. Qu'est-ce qui vous a donné l'idée de fureter de ce côté? Quand vous nous avez dit, à mon collègue et à moi, de rechercher un vagabond qui pourrait être le propriétaire du chien jaune, nous avons d'abord fouillé les vieux bateaux de l'arrière-port. De temps en temps, on y trouve un cheminot. L'an dernier, un côtre a brûlé, parce qu'un rôdeur avait oublié d'éteindre le feu qu'il y avait allumé pour se réchauffer. Rien trouvé? Rien. C'est mon collègue qui s'est souvenu de l'ancien poste de veille du Cabellou. Nous y arrivons. Vous voyez cette construction carrée en pierre de taille sur la dernière avancée de roche. Elle date de la même époque que les fortifications de la vieille ville. Venez par ici. Faites attention aux ordures. Il y a très longtemps, un gardien vivait ici, comme qui dirait un veilleur, dont la mission était de signaler les passages de bateaux. On voit très loin, on domine la passe des Glénans, la seule qui donne accès à la rade, mais il y a peut-être 50 ans que c'est désaffecté. Maigret franchit un passage dont la porte avait disparu, pénétra dans une pièce dont le sol était de terre battue. Vers le large, d'étroites meurtrières donnaient vue sur la mer. De l'autre côté, une seule fenêtre sans carreaux, sans montant. Et sur les murs de pierre, des inscriptions faites à la pointe du couteau. Par terre, des papiers sales, des détritus innommables. Voilà! Pendant près de 15 ans, un homme a vécu ici, tout seul. Un simple d'esprit, une sorte de sauvage. Il couchait dans ce coin indifférent au froid, à l'humidité, aux tempêtes qui jetaient des paquets de mer par les meurtrières. C'était une curiosité. Les Parisiens venaient le voir l'été, lui donner des pièces de monnaie. Un marchand de cartes postales a eu l'idée de le photographier et de vendre ses portraits à l'entrée. L'homme a fini par mourir pendant la guerre. Personne n'a songé à nettoyer l'endroit. J'ai pensé hier que si quelqu'un se cachait dans le pays, c'était peut-être ici. Maigret s'engagea dans un étroit escalier de pierre creusé à même l'épaisseur du mur, arriva dans une guérite, ou plutôt dans une tour de granit ouverte des 4 côtés et permettant d'admirer toute la région. C'était le poste de veille. Avant l'invention des phares, on allumait un feu sur la terrasse. Donc ce matin, de bonne heure, nous sommes venus, mon collègue et moi. Nous avancions sur la pointe des pieds. En bas, à la place même où dormait jadis le fou, nous avons vu un homme qui ronflait. Un colosse. On entendait sa respiration à 15 mètres. Et nous sommes arrivés à lui passer les menottes avant qu'il se réveille. Ils étaient redescendus dans la chambre carrée que les courants d'air rendaient glaciales. Il s'est débattu? Même pas. Mon collègue lui a demandé ses papiers, il n'a pas répondu. Vous n'avez pas pu le voir. À lui seul, il est plus fort que nous deux, au point que je n'ai pas lâché la crosse de mon revolver. Des mains. Les vôtres sont grosses, n'est-ce pas? Eh bien, essayez d'imaginer des mains 2 fois plus grosses avec des tatouages. Vous avez vu ce qu'il représentait? Je n'ai vu qu'une encre sur la main gauche et les lettres SS des 2 côtés. Mais il y avait des dessins compliqués, peut-être un serpent. Nous n'avons pas touché à ce qui traînait par terre. Tenez, il y avait de tout. Des bouteilles de vin fin, d'alcool de luxe, des boîtes de conserve vides et une vingtaine de boîtes intactes. Il y avait mieux, les cendres d'un feu qui avait été allumé au milieu de la pièce et tout près un os de gigot dénudé, des quignons de pain, quelques arêtes de poisson, une coquille Saint-Jacques et des pinces de homard. Une vraie bombe, quoi, s'extasiait le jeune agent qui n'avait jamais dû faire un pareil festin. Ceci nous a expliqué les plaintes reçues ces derniers temps. Nous n'y avions pas pris garde parce qu'il ne s'agissait pas d'affaires importantes. Un pain de 6 livres volé au boulanger, un panier de merlan disparu d'une barque de pêche, le gérant du dépôt prunier qui prétendait qu'on lui chipait des homards pendant la nuit. Maigret faisait un étrange calcul mental, essayait d'établir en combien de jours un homme de fort appétit avait pu dévorer ce qui avait été consommé là.
Une semaine, murmura-t-il. Oui, y compris le gigot. Il questionna soudain. Et le chien? Justement, nous ne l'avons pas retrouvé. Il y a bien des traces de pattes sur le sol, mais nous n'avons pas vu la bête. Vous savez, le maire doit être dans tous ses états à cause du docteur. Cela m'étonnerait qu'il ne télégraphie pas à Paris comme il l'a dit. Votre homme était armé? Non, c'est moi qui ai fouillé ses poches, pendant que mon collègue Pied-Bœuf, qui tenait les menottes, le mettait en joue de l'autre main. Dans une poche du pantalon, il y avait des marrons grillés, 4 ou 5. Cela doit venir de la charrette qui stationne le samedi et le dimanche soir devant le cinéma. Puis quelques pièces de monnaie, pas même 10 francs. Un couteau, mais pas un couteau terrible. Un couteau comme ceux dont se servent les marins pour couper leur pain. Il n'a pas prononcé un mot? Pas un. Au point que nous avons pensé, mon collègue et moi, qu'il était simple d'esprit comme l'ancien locataire. Il nous regardait à la façon d'un ours. Il avait une barbe de 8 jours, 2 dents cassées au beau milieu de la bouche. Et ses vêtements? Je ne pourrais pas vous dire. Un vieux costume. Je ne sais même plus si, en dessous, il portait une chemise ou un tricot. Il nous a suivis docilement. Nous étions fiers de notre prise. Il aurait pu s'enfuir 10 fois avant d'arriver en ville. Si bien que nous étions sans méfiance quand, d'une secousse, il a cassé les chaînes des menottes. J'ai cru que mon poignet droit était arraché. Je porte encore la marque. À propos du docteur Michou, eh bien, vous savez que sa mère doit revenir aujourd'hui ou demain. C'est la veuve d'un député. On dit qu'elle a le bras long. Et elle est l'amie de la femme du maire. Maigret regarda l'océan gris à travers les meurtrières. Des petits bateaux à voile se faufilaient entre la pointe du Cabellou et un écueil que le Ressac laissait deviner viraient de bord et allaient mouiller leurs filets à moins d'1 mille. Vous croyez vraiment que c'est le docteur qui… Partons, dit le commissaire. La marée montait. Quand ils sortirent, l'eau commençait à lécher la plateforme. Un gamin à 100 mètres d'eux sautait de roche en roche à la recherche des casiers qu'il avait placés dans les creux. Le jeune agent ne se résignait pas au silence. Le plus extraordinaire, c'est qu'on se soit attaqué à M. Mostaganem, qui est le meilleur homme de Concarneau, au point qu'on voulait en faire un conseiller général. Il paraît qu'il est sauvé, mais que la balle n'a pas pu être extraite, si bien que toute sa vie il gardera un morceau de plomb dans le ventre. Quand on pense que, sans cette idée d'allumer un cigare… Ils ne contournèrent pas les bassins, mais traversèrent une partie du port dans le bac qui fait la navette entre le passage et la vieille ville. À peu de distance de l'endroit où, la veille, des jeunes gens assaillaient le chien à coups de pierre, Maigret avisa un mur, une porte monumentale surmontée d'un drapeau et des mots « Gendarmerie nationale ». Il traversa la cour d'un immeuble datant de Colbert, dans un bureau. L'inspecteur Leroy discutait avec un brigadier. « Le docteur ?» questionna Maigret. « Justement, le brigadier ne voulait rien entendre pour ce qui est de laisser venir les repas du dehors. Ou alors, c'est sous votre responsabilité, dit le brigadier à Maigret, et je vous demanderai une pièce qui me serve de décharge. » La cour était calme comme un cloître. Une fontaine coulait avec un adorable glouglou. « Où est-il ?»« Là-bas à droite. Vous poussez la porte, c'est ensuite la 2e porte dans le couloir. Voulez-vous que j'aille vous l'ouvrir ? Le maire a téléphoné pour recommander de traiter le prisonnier avec les plus grands égards. » Maigret se gratta le menton. L'inspecteur Leroy et l'agent de police, qui étaient presque du même âge, le regardaient avec une pareille curiosité timide. Quelques instants plus tard, le commissaire entrait seul dans un cachot aux murs blanchis à la chaux, qui n'était pas plus triste qu'une chambrée de caserne. Michou, assis devant une petite table en bois blanc, se leva à son arrivée, hésita un instant, commença en regardant ailleurs. « Je suppose, commissaire, que vous n'avez joué cette comédie que pour éviter un nouveau drame, en me mettant à l'abri des coups de… » Maigret remarqua qu'on ne lui avait retiré ni ses bretelles, ni son foulard, ni ses lacets, comme c'est la règle. De la pointe du pied, il attira une chaise à lui, s'assit, bourra une pipe et grommela « Bonhomme !»« Parbleu ! Mais asseyez-vous donc, docteur !»